Donc là, on en est à avoir passé les 2 premières phases de la vie des étoiles, en fait. Donc à celle qui concerne la fusion de l'hydrogène et de l'hélium. Et on a vu qu'avec l'hydrogène, on ne fabriquait pas de nouveaux éléments plus lourds. En fait, on ne voyageait pas, on n'avançait pas dans l'enrichissement de l'univers à proprement parler, en éléments lourds. En revanche, depuis l'hélium, on a commencé à fabriquer des éléments intéressants comme le carbone, l'oxygène, le magnésium. Et donc, à vraiment avancer dans la nucléosynthèse de l'univers. Au-delà, on a vu que l'évolution s'accélère, qu'il va y avoir donc que les étoiles les plus massives qui vont pouvoir œuvrer à partir de maintenant, et que tout ce qui se passe dans le cœur se passe à bas bruit, et l'enveloppe n'est pas au courant de tout ça. Donc, en fait, tout ce qu'on connaît là n'est connu que par les lois de la physique et les modélisations stellaires. On ne peut pas observer comment ça se passe dans les étoiles dans ces phases-là. Je vous ai mis un peu les réactions en jeu. Je ne vais pas forcément les détailler toutes parce que c'est des suites de réactions nucléaires. Simplement que vous puissiez y revenir si nécessaire, puisque vous aurez les documents. Et vous expliquer un tout petit peu, vous résumer que la température doit être au-delà de 500 millions de degrés Kelvin dans le cœur de l'étoile pour que le carbone puisse fusionner. Donc de nouveau, après l'hélium, on aura une grande phase de contraction pour atteindre ces températures-là et pouvoir faire fusionner deux atomes de carbone qui vont donner dans tous les cas un atome de magnésium 24 dans un état d'excitation. Et ce magnésium 24 va se désintégrer. Alors selon qu'il lâche un noyau d'hélium, un proton ou un neutron, il va évidemment former des éléments différents. Et il va fournir une énergie différente. Vous voyez qu'il y a même une réaction où l'énergie est négative, c'est-à-dire qu'en fait, il a besoin d'énergie pour pouvoir se désintégrer de cette manière-là. Et donc, ça se passe de manière très rare. En revanche, vous fabriquez à peu près du néon 20 et du sodium 23 en proportion 50-50. Vous avez évidemment d'autres réactions qui ont lieu, puisque le milieu est très chaud. Les atomes peuvent interagir autant avec les protons qu'avec les noyaux d'hélium de manière très facile. Et donc, vous avez des réactions de capture de protons, comme le sodium, typiquement, va capturer un proton, relâcher un noyau d'hélium, donc il va descendre au niveau du sodium et fabriquer beaucoup au néon, pardon. Il va fabriquer passablement de néon 20, qui va s'ajouter au néon 20 fabriqué ici. Le néon 20 lui-même peut interagir avec les noyaux d'hélium qui circulent dans le milieu et former d'abord du magnésium 24, puis de l'aluminium. Et l'oxygène aussi va pouvoir capturer, on retrouve cette réaction qu'on avait déjà à la fin de la fusion de l'hélium, en fait. Et donc, le résultat net, c'est d'avoir beaucoup de néon et un petit peu de magnésium, en proportion 3:1 à peu près, à la fin de la fusion du carbone. Donc, vous allez avoir un cœur qui est composé de 3/4 de néon et d'1 quart de magnésium. Bon, plus l'oxygène qui, lui, n'a pas été brûlé. À ce moment-là, l'émission de neutrinos, comme je vous ai mentionné avant, devient vraiment très importante. Et une bonne partie de l'énergie générée par l'étoile part directement hors de l'étoile, sans interagir avec le gaz. Donc c'est une énergie qui est vraiment perdue pour l'étoile. La suite logique au niveau du numéro atomique serait de fusionner l'oxygène après le carbone. Il y en a beaucoup et c'est le numéro qui suit, en fait. Mais il se trouve que l'oxygène fait partie de ces noyaux qui sont dits magiques, qui ont des couches complètes et donc qui sont extrêmement stables. Pour arriver à bousculer de l'oxygène 16, il faut vraiment y aller. Et donc en fait, le néon va réagir avant que la température soit suffisante. Et le néon, lui, il ne fusionne pas, il se photodésintègre, c'est-à-dire qu'il se prend un photon dans la figure, entre guillemets, et qu'il va se décomposer vraiment de nouveau dans le noyau le plus stable qui puisse exister à ce stade, qui est le noyau d'oxygène. Vous avez toujours des noyaux d'hélium qui traînent dans le coin, et donc, d'autant plus que vous en relâchez ici, et donc vous avez cette réaction qui est toujours possible, et aussi la réaction suivante du magnésium qui peut former du silicium grâce à la capture d'un alpha. Les principaux produits, donc vous reproduisez de l'oxygène, en grande proportion, et aussi du magnésium. Donc cet oxygène-là vient s'accumuler à celui qui avait été produit pendant la fusion de l'hélium et du carbone un petit peu.
Et le magnésium-24 intervient aussi. Il vous faut en fait 2 milliards de degrés Kelvin pour que enfin l'oxygène accepte de fusionner. Donc il va fusionner avec lui-même, former du soufre dans un état excité. Et de nouveau, selon ce que vous éjectez comme particules à ce stade-là, vous allez former des noyaux différents, évidemment. Vous allez libérer une énergie différente aussi. Et vous voyez un peu les proportions. Donc c'est principalement du phosphore et un petit peu de silicium. Et des traces de soufre et de protons. Mais vous avez d'autres désintégrations par la suite qui font qu'au résultat final, vous avez principalement du silicium-28 et du soufre-32 qui vont émerger de ces phases de fusion-là. Finalement, l'étoile se recontracte, atteint de 2 à 4 milliards de degrés. Et en fait, là, elle va pouvoir attaquer son silicium. Et le silicium, lui aussi, il fond par suite de photodésintégration. Donc, il reçoit un photon, il libère un alpha, il transforme en magnésium. De nouveau, photodésintégration. Là, vous avez donc toute une cascade en fait, de désintégration jusqu'à aboutir à des noyaux d'hélium. Donc, vous allez avoir beaucoup d'hélium à disposition. Et ces noyaux d'hélium peuvent, du fait de la haute température, réinteragir avec toutes sortes de noyaux pour en fait, faire une espèce de chaîne de cycle nucléosynthétique. Et en fait, il va se passer un phénomène de mise à l'équilibre. Donc les réactions de photodésintégration qui libèrent des alphas vont être compensées par les réactions de capture d'alpha. Et en fait, vous allez doucement dériver vers les noyaux les plus liés. C'est ce qu'on appelle l'équilibre nucléaire statistique, Nuclear Statistic Equilibrium, qui en fait favorise les atomes les plus liés, les isotopes les plus liés. Et donc, à partir d'un peu tous les atomes disponibles, faire comme ça des pics dans les atomes les plus liés. Les principaux produits de cette phase de fusion sont tout ce qu'on appelle les multiples de alpha, donc tous les nombres atomiques multiples de 4. Si vous connaissez votre table de multiplication de 4, vous pouvez déduire quels sont les éléments que vous avez à la fin de cette phase. Et puis ce qu'on appelle les éléments du pic du fer, donc le fer, le nickel, qui vont finalement être le résultat de votre fusion. Si on représente l'énergie de liaison d'un atome en fonction de son numéro de masse atomique, justement, on voit qu'on obtient cette courbe. Alors déjà, il faut peut-être que j'explique ce que c'est que l'énergie de liaison. C'est quelque chose qui a été découvert et qui a permis d'expliquer justement le fonctionnement des étoiles. Typiquement, si vous prenez 4 protons et que vous prenez un noyau d'hélium, vous pesez les 4 protons séparés, puis vous pesez le noyau d'hélium, vous vous attendez à ce que ce soit plus ou moins la même chose, voire que l'hélium soit un peu plus lourd, puisqu'il y a 2 protons qui se sont transformés en neutrons pour faire le noyau d'hélium, et que le neutron est plus lourd que le proton. Donc, a priori, vous fusionnez 4 protons, dont 2 se transforment en neutrons, vous obtenez quelque chose qui, en bonne logique d'épicerie, devrait être plus lourd. Or, ce que vous constatez, c'est qu'il est moins lourd. En fait, le défaut de masse que vous trouvez dans l'hélium, c'est l'énergie qu'il faut pour maintenir tout ce petit monde ensemble dans un noyau d'atomes, en fait. C'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison. C'est donc le défaut de masse que vous avez entre l'ensemble des composantes séparées et le petit monde lié dans l'atome. Et si vous regardez, vous voyez que dans un premier temps, plus vous montez en numéro atomique, plus cette énergie est forte. Et puis, vous atteignez le fer et les éléments proches du fer, et puis ça va recommencer à descendre. Ça veut dire que ici, vous avez une espèce de grande frontière qui signifie que quand vous construisez des éléments de plus en plus lourds, dans un premier temps, vous gagnez de l'énergie, vous libérez de l'énergie parce que vous les avez fusionnés. De l'autre côté, pour gagner de l'énergie, il faut au contraire les fissionner. Et c'est comme ça que fonctionnent nos centrales nucléaires. C'est que vous prenez des atomes qui sont tout à fait de ce côté-là, de l'uranium, vous le cassez, et ça vous fournit de l'énergie. Alors qu'au-delà, pour casser un noyau, vous devez vous fournir de l'énergie. Donc c'est ça que ça veut dire, ce binding energy, cette énergie de liaison. Ça détermine si le fait de fusionner ou de plutôt casser un atome va vous fournir de l'énergie, vous libérer de l'énergie, ou au contraire, si c'est vous qui devrez la fournir. Et donc on voit qu'ici, on a atteint un sommet. C'est-à-dire qu'on va passer à un stade où la fusion nucléaire ne va pas
fournir d'énergie. Vous devez au contraire l'alimenter en énergie si vous voulez le faire. Et cette frontière se passe à peu près au niveau du fer. Et donc l'étoile, elle a beau se contracter tout ce qu'elle peut, elle ne va pas arriver à commencer à fusionner le fer. Il faudrait un apport d'énergie bien plus grand. Et de toute façon, ça ne la soutiendrait pas. Au contraire, ça l'épuiserait encore plus. C'est pour ça que dans les phases dites hydrostatiques de nucléosynthèse, donc quand la fusion nucléaire se passe de manière tranquille et comme il faut, vous fusionnez, vous libérez de l'énergie, vous maintenez votre étoile, mais quand vous arrivez à faire un noyau de fer, plus rien ne peut se passer. On est arrivé à la fin de l'évolution hydrostatique des étoiles. Pour aller au-delà, il faut de la nucléosynthèse explosive et un certain type de nucléosynthèse explosive. Déjà, petit détail, j'ai mentionné que les petites étoiles ne fabriquaient pas d'éléments lourds. C'est vrai dans le cas général, mais si elles sont dans un système binaire, si vous avez deux petites étoiles qui se tournent autour, l'une, la plus grosse des deux, va évoluer un peu plus vite, puisqu'on a vu que le temps de vie était inversement proportionnel à la masse de l'étoile. Donc vous avez toujours une petite différence de masse qui fait que l'une d'elles va évoluer un peu plus vite. Elle va du coup s'expandre, devenir une géante rouge, et une partie de la masse de cette géante rouge va pouvoir tomber sur la deuxième. Elles vont vivre une petite vie avec parfois carrément, elles seront dans la même enveloppe gonflée de la première. Et puis, la première, la plus évoluée, comme c'est une petite étoile, va devenir une naine blanche. Cette petite naine blanche va rester en orbite autour de son compagnon, qui, à son tour, va finir par évoluer, devenir à son tour une géante rouge. Et cette fois, la masse qui va être perdue sur la naine blanche. Or, la naine blanche, c'est un système qui n'est maintenu que par la pression de dégénérescence des électrons. Et il y a une masse limite possible qui peut être soutenue par cette pression-là. Les électrons ne peuvent pas repousser une gravitation démentielle, ils repoussent déjà beaucoup, mais il y a un stade où ils ne vont plus arriver à faire face. Cette limite a été déterminée par un astrophysicien indien qui s'appelle Chandrasekhar. Pour la petite histoire, il voyageait de l'Inde à l'Angleterre, il allait travailler avec Eddington, qui est un grand nom de l'astronomie. Et pendant son voyage en bateau, il a eu quelques bonnes semaines pour carrément dériver tout ça à partir des équations fondamentales de la physique. Donc comme quoi, il y en a qui ne s'emmerdent pas pendant leurs vacances. Enfin, le voyage, c'est déjà quelque chose d'impressionnant. Et donc il est arrivé en Angleterre avec sa liasse de feuilles où il pouvait dire, voilà, une naine blanche ne peut pas supporter une masse plus grande que tant. Il faut noter que Eddington, à ce moment-là, n'y a absolument pas cru. Il trouvait ça complètement excentrique et exotique de se dire qu'il pouvait y avoir un soutien de dégénérescence et que des étoiles puissent tout d'un coup avoir des soubresauts dans leur vie. Donc, tant qu'Eddington a été présent dans la scène astronomique, le pauvre Chandrasekhar, il n'a pas du tout réussi à faire passer ses idées. Mais à partir du moment où Eddington a cédé la place, en fait, maintenant, c'est une limite qui est tout à fait reconnue en astronomie, cette limite de Chandrasekhar. Vous voyez qu'en fait, elle s'exprime avec que des grandeurs fondamentales. Vous avez, on ne voit pas très bien la barre, mais c'est h bar, donc c'est la constante de Planck sur 2π, la vitesse de la lumière, la constante de la gravitation. Ici, vous avez en fait la densité électronique, la fraction de masse électronique de la matière, et ici, la masse atomique de l'hydrogène. C'est vraiment que des grandeurs fondamentales. Vous pouvez déterminer cette masse limite qui permet le soutien par l'énergie de dégénérescence des électrons simplement avec des grandeurs connues. Bon, il faut être Chandrasekhar pour y arriver quand même. À partir du moment où cette petite naine blanche reçoit de la masse de son compagnon, elle va risquer de dépasser cette masse de Chandrasekhar. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une déflagration du carbone, en fait, elle ne va pas supporter. Et il va y avoir une explosion qu'on appelle une supernova aussi. Ce sont des supernovas de type 1A, on les distingue en fonction des éléments qu'on peut détecter dans leur courbe de lumière. Et où là, en fait, vous avez cette déflagration du carbone qui va fabriquer toute la chaîne nucléosynthétique très rapidement jusqu'au nickel 56. La naine blanche elle-même, il ne va rien en rester. Et il va simplement rester une masse de nickel 56 qui est radioactif et qui va donc se désintégrer d'abord en cobalt 56, puis en fer. Donc en fait, vraiment
l'énorme quantité de fer qu'on a dans l'univers vient de ce genre d'explosions, même si elles sont relativement rares, et surtout relativement tardives, parce qu'il vous faut le temps que 2 petites étoiles évoluent de conserve. On peut vraiment voir ces courbes de lumière, on peut les comprendre. Ce pic-là, c'est la désintégration du nickel, et puis vous voyez un changement de pente, et c'est là que vous voyez la désintégration du cobalt. Ce genre de courbes de lumière permettent d'une part de mesurer la quantité de nickel que vous avez, parce que vous pouvez déduire, en fonction de la quantité, la possibilité de rayonner cette lumière-là. Et surtout, il y a un lien direct entre l'énergie de l'explosion et la luminosité que vous atteignez au pic du nickel avec la largeur de la courbe, en fait. Et ça permet d'utiliser ces supernovas de type 1A comme chandelle standard dans l'univers. Je vous avais dit que pour faire la différence entre différents types cosmologiques de l'univers, on utilise justement des supernovas pour déterminer si l'univers a plutôt tendance à ce que l'expansion s'accélère ou bien au contraire qu'elle reste tranquille. C'est typiquement ça, c'est que, a priori, vous ne savez pas quelle est la luminosité d'un certain objet si vous ne connaissez pas sa distance. Inversement, si vous connaissez précisément la luminosité d'un objet intrinsèque et que vous pouvez mesurer la luminosité que vous recevez réellement, vous pouvez déterminer la distance. C'est pour ça qu'on appelle ça une chandelle standard, c'est-à-dire qu'on connaît intrinsèquement la luminosité qu'elle peut avoir, parce qu'on sait le lien entre la largeur de cette courbe et la hauteur du pic. Et donc à partir du moment où on peut déterminer qu'on sait quelle est sa luminosité au maximum, on peut déduire, ah bah tiens, elle devrait être lumineuse comme ça, on ne voit que ça de la luminosité, ça veut dire qu'on est à telle distance. Donc on utilise ces supernovas de type 1A pour déterminer des distances dans l'univers lointain. Donc elles sont intéressantes à ces deux titres. D'une part, chandelle standard, on peut déterminer des distances. D'autre part, elles fabriquent le fer. Le reste, le fer qui est formé dans les étoiles plus massives, il n'y en a qu'une très petite partie qui est éjectée. La plupart du fer se retrouve dans le noyau qui s'effondre, dans ce dont je vais vous parler juste maintenant. Donc pour les étoiles massives, le type de supernova est très différent. Déjà, dans les petites étoiles, il faut un couple d'étoiles déjà, et c'est par transfert de masse et par atteinte de cette limite de Chandrasekhar. Dans les étoiles massives, c'est simplement la fin de l'évolution. À la fin de l'évolution, ici vous avez un schéma qu'on va essayer de comprendre ensemble tranquillement. Vous avez le temps qui passe ici. En gros, vous avez vraiment le temps du rebond, vous avez la phase de collapse, le temps du rebond, et puis différentes phases qui sont identifiées là-dessous. Donc vous avez ici l'évolution de ce qui se passe, et ici vous avez différentes couches dans l'étoile, où on suit quel est leur rayon, en fait, à quelle distance elles sont du cœur, et qu'est-ce qui se passe pour elles. Donc on voit ici que vous avez une partie des couches qui se rend compte de rien, et puis vous avez des couches qui commencent à chuter sur le cœur. Vous n'avez plus l'énergie centrale pour soutenir votre gravitation, donc ça commence à tomber. Ici, vous avez une zone où en fait, la matière devient tellement concentrée qu'elle se neutronise, c'est-à-dire qu'il y a des protons qui se transforment en neutrons. On a vu au début qu'il fallait de l'énergie pour ça, il faut un confinement vraiment important pour que ça se passe. Vous avez une forte émission de neutrinos dans ce processus, comme on l'a vu tout à l'heure, et surtout, vous commencez à former donc une étoile à neutrons. Le cœur se neutronise. Et donc, il devient incompressible, contrairement à avant, où vous aviez essentiellement du gaz très comprimé, mais ça restait du gaz. Et donc, les couches qui vont tomber vont être vraiment freinées par cette espèce de choc à la surface de votre étoile à neutrons. Vous avez toute une zone où, contrairement à ce qui est l'habitude en question de neutrinos, vous avez une interaction entre les neutrinos et la matière. Normalement, ça a été découplé au début de l'univers, et les neutrinos ne peuvent pas interagir. Mais dans les densités qu'on atteint dans le cœur de ces étoiles en effondrement, juste à la surface de l'étoile à neutrons, en fait, vous avez une zone où les neutrinos interagissent. Et donc, le cœur se neutronise, il y a une énorme émission de neutrinos. Ces neutrinos viennent chauffer la surface de l'étoile à neutrons, et elles vont en fait faire revivre le choc. On montre souvent l'image de la supernova comme étant
l'effondrement de tout le monde, les couches extérieures rebondissent sur le noyau et explosent dans l'autre sens, ça fait un choc, un rebond. Les choses sont un peu plus complexes. Vraisemblablement, les neutrinos jouent justement le rôle de réchauffage du choc, et c'est seulement quand une suffisamment grande quantité d'énergie est assemblée au niveau du choc que vraiment les couches extérieures peuvent être explosées vers le milieu interstellaire. Au moment où ce choc s'expand vers les couches extérieures, donc vous avez le passage du choc dans toutes les couches. On avait vu la structure en pelure d'oignon, hein, donc vous avez des couches où vous avez du carbone, de l'oxygène, vous avez des couches où vous avez du soufre, du silicium. Au moment où le choc va passer dedans, évidemment, c'est une forte densité, c'est une forte température, une haute température. Donc vous allez refaire toutes les phases de combustion pendant le choc, avec la différence que vous n'avez plus quelques millions d'années ou quelques jours même à disposition, vous avez quelques fractions de secondes. Et dans cette fraction de seconde, vous allez donc faire une combustion jusqu'à un certain stade. L'équilibre entre les différents noyaux que vous allez fabriquer dans ce choc et dans cette explosion va être un tout petit peu différente que quand c'est la fin d'une phase hydrostatique, parce que justement, vous n'avez pas eu la durée pour mettre les choses un peu à l'équilibre et que les réactions se compensent, ou en tout cas aillent jusqu'au bout de leurs effets. Vous avez qu'un temps très court, et donc c'est ce qu'on appelle une combustion explosive. Vous refaites en gros les différentes phases nucléaires qu'on a vues jusqu'à maintenant, mais avec des équilibres des noyaux un tout petit peu différents. Au-delà de ça, au moment où vous avez la neutronisation du cœur, vous avez d'une part beaucoup de neutrinos qui sont émis, mais vous avez aussi des neutrons qui vont s'échapper. Et donc, vous allez commencer à avoir un certain type de nucléosynthèse qu'on appelle par capture de neutrons. Donc on a vu que de manière hydrostatique, combustion normale, on arrive à faire du fer. Pendant les phases explosives, on arrive à faire du fer et du nickel, cobalt, un peu comme ça. Mais pour aller au-delà, pour remplir tout le tableau jusqu'en bas, vous avez besoin de capture de neutrons. Pour la petite histoire, on croyait que c'était le seul processus de fabrication des éléments avant qu'on comprenne les phénomènes de Big Bang avec densité énorme. On pensait qu'on ne pouvait pas faire fusionner deux protons parce que vous auriez la barrière coulombienne qui devrait vous empêcher de faire ça et on ne voyait pas de site où ce serait possible. Et donc il y avait des théories de gens très sérieux qui disaient qu'en fait, à partir du proton, on construit tous les éléments par capture de neutrons. Alors il n'avait pas complètement tort, mais c'est un peu plus tard que ça se passe. Vous avez déjà jusqu'au fer-nickel, et puis c'est après coup que vous avez une capture de neutrons. Alors la capture de neutrons, elle se fait de deux manières. Vous avez une manière lente et une manière rapide. La différence, c'est la suivante. Dans la manière lente, le temps que vous mettez pour faire une désintégration du neutron en proton, donc vous captez un neutron dans un atome, et puis le temps que ce neutron se désintègre en proton est plus petit que la capture du neutron suivant. Donc vous capturez un neutron, il se désintègre, vous avez changé d'élément. D'accord ? Ensuite, peut-être un peu plus tard, vous allez recapter un neutron, il va se redésintégrer tranquillement, et vous aurez grimpé dans la vallée de la stabilité. Donc ça demande que le flux de neutrons soit relativement lent, et que la capture, le temps entre deux neutrons soit lent. Ici, vous voyez que c'est typiquement quelque chose qui se passe dans les géantes rouges, dans les couches extérieures des géantes rouges à ce stade-là, ce type-là de capture de neutrons. Et le temps entre deux captures de neutrons est à peu près 10 ans. Donc il est largement plus grand que le temps de désintégration bêta. On a identifié les deux réactions sources de neutrons. La première a lieu principalement justement dans les géantes rouges pour les étoiles de moins de 3 masses solaires. La deuxième a plutôt lieu avec des étoiles plus massives pendant la phase de fusion de l'hélium en coquille. Et donc, vous avez différentes sources qui ont été identifiées, mais toutes conduisent à un flux de neutrons qui est relativement tranquille. Et donc, ce processus S pour slow, qui va grimper tranquillement en restant toujours très proche de la vallée de stabilité qu'on avait vue au tout début. Donc, vous captez juste un neutron, vous revenez sur la vallée, et petit à petit, vous avez grimpé dans les éléments. Là où les choses changent de point de vue, c'est quand tout d'un coup vous avez un flux de neutrons beaucoup plus important. Et si le temps de capture entre deux neutrons devient plus petit que le temps de désintégration,
qu'est-ce qui va se passer? Vous avez la vallée de stabilité, vous allez capturer des neutrons en vous éloignant de la vallée, et puis c'est que quand le flux de neutrons va s'arrêter, que par désintégration successive, vous allez arriver jusque dans la vallée de la stabilité. D'accord? Donc c'est vraiment un processus très différent. C'est toujours une capture de neutrons, mais les conditions physiques dans lesquelles elle se passe sont relativement très différentes. Ce processus R, pour rapid, a lieu principalement justement dans les supernovae, à l'interface entre l'étoile à neutrons et la coquille de fer. La source de neutrons est cette réaction-là, donc de neutronisation du proton. Dans ce cas-là, on a pu identifier que le taux de capture entre deux neutrons, le temps entre deux captures de neutrons, est d'à peu près 1 millionième de seconde. Donc c'est vraiment, vous avez un flux de neutrons très important, et à partir de là, vous reconstruisez vos éléments. À noter que, en fait, à ce moment-là, le noyau de fer lui-même, lui, il a complètement fondu jusqu'en particules alpha. Vous n'avez plus d'éléments à proprement parler dans le cœur d'une étoile à neutrons. C'était un noyau de fer, mais avec la pression, il se fond en éléments alpha. Et ensuite, vous avez cette neutronisation qui intervient. Donc, il se transforme en étoile à neutrons, parce que c'est tellement confiné, vous ne pouvez plus y mettre des protons ensemble. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas les faire cohabiter si près. Et donc, ils vont se transformer en neutrons. Donc là, vous avez la source. Et une partie de ces neutrons vont échapper et pouvoir intervenir justement à l'interface. Alors ici, donc, je vous remontre cette fameuse vallée de la stabilité, hein, où les éléments stables, les isotopes stables sont en noir. Donc ici, vous changez d'élément, et ici, vous changez d'isotope. D'accord ? Vous allez voir l'effet d'une bouffée de neutrons. Donc vous avez un flux énorme de neutrons qui arrive pendant un bref moment, qui est le temps de neutronisation du cœur au moment de la supernova. Et puis vous allez voir comment on va monter dans ces éléments, en partant du bas, arriver jusqu'aux éléments les plus lourds. Donc vous avez votre flux, voilà. Vous grimpez en étant loin de la vallée de stabilité, et petit à petit, le flux s'est arrêté, et vous allez vous rabattre contre la vallée de la stabilité, en ayant grimpé très très haut, en fait. Et puis, très très haut, c'est complètement instable, donc par fission, ensuite, ça va redescendre sur les noyaux les plus lourds. Du fait de la différence de chemin, une fois que vous avez construit vos noyaux en restant très proche de la vallée, une autre fois en vous en éloignant énormément, en grimpant et en y revenant, vous n'allez pas avoir les mêmes genres d'abondance produites par les différentes captures de neutrons. Ici, vous avez un petit schéma où vous voyez le processus R, donc les captures rapides en rouge, et le processus S en vert, et vous voyez qu'il y a certains endroits où l'un domine clairement l'autre. Vous avez toujours un effet, ce qu'on appelle odd-even effect, donc un effet pair-impair, où vous avez des dents de scie comme ça, de toute manière, mais ils ne sont pas faits au même endroit, et donc vous voyez qu'on peut différencier ces différentes captures de neutrons. Vous n'avez pas le même résultat en termes d'abondance d'éléments à la sortie. Certains éléments sont exclusivement faits dans le processus R, d'autres sont exclusivement faits dans le processus S, ce qui permet aussi de différencier l'efficacité de ces deux méthodes, en fait, de ces deux types de capture de neutrons, quand on arrive à observer ces éléments-là. Donc pour résumer un petit peu tous nos chemins nucléosynthétiques qu'on a passés ce matin, de nouveau notre graphique des abondances cosmiques en fonction du nombre de masses. Et on voit que hydrogène-hélium, c'est pendant le Big Bang aussi, et la fusion de l'hydrogène. Ici, c'est pendant le C et le O, c'est pendant la fusion de l'hélium. Et puis petit à petit, donc avec les fusions hydrostatiques successives, on a grimpé à peu près jusqu'au fer, jusqu'au silicium, soufre, calcium, et jusqu'au fer. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'élément, c'est pour ça qu'on appelle ça le pic du fer, les éléments du pic du fer. Donc c'est tout ce qui est fabriqué pendant ce fameux équilibre nucléaire statistique, donc où vous aviez un espèce de bain avec des réactions plus ou moins en interaction, et où ça a favorisé les noyaux les plus liés. Et puis tout le reste, c'est des captures de neutrons. Et vous voyez qu'en gros, vous avez un pic R, un pic S, un pic R, un pic S, un pic R, un pic S.
Donc on voit qu'on nourrit autrement la vallée de la stabilité selon qu'on grimpe tranquillement le long d'elle, tout près d'elle, ou bien qu'on s'en éloigne et qu'on s'y rabat. Vous n'obtenez pas la même fraction d'éléments en fonction de ces deux différences. Alors maintenant, tout ça c'est bien beau, on a fabriqué les éléments, mais pour que l'univers s'enrichisse, il faut que ça se répande un petit peu dans le milieu interstellaire. Donc c'est un peu ça qu'on va étudier maintenant. Comment ça se fait que ces éléments ne sont pas simplement restés coincés dans les étoiles? Bon, ça on a vu, c'est en principe par la supernova, ou par les vents stellaires et la supernova de type 1A. Donc les éléments fabriqués dans le cœur des étoiles peuvent comme ça se répandre dans l'univers. Mais comment cette évolution chimique va procéder? Comment est-ce qu'on peut la contraindre? Comment est-ce qu'on peut la comprendre avec les moyens qu'on a? C'est un peu ça qu'on va balayer de manière relativement rapide ici, parce que là, de nouveau, ce n'est pas complètement mon domaine, donc j'essaie de vous présenter les choses, mais je ne peux pas aller trop en détail. Déjà, ce qu'on en a compris, c'est que c'est forcément un enrichissement progressif. Au tout début de l'univers, vous avez quelques étoiles qui vont se former ici et là. Ces étoiles, étant très massives, vont rapidement exploser en supernova. Vous avez une petite tache là, une petite tache là, qui sera le milieu enrichi par la supernova donnée. En fait, chaque pavé représente un temps arbitraire. L'échelle de temps est arbitraire. Vous avez le temps 1, le temps 5 fois plus loin, 10 et 50 fois plus loin. En fait, c'est une échelle complètement arbitraire. Mais c'est juste pour vous montrer un peu une évolution en gros. Et puis le mu qui est ici, c'est le nombre moyen de supernovas qui a pu enrichir la zone dans laquelle le mélange a eu le temps d'avoir lieu. Forcément, vos éléments que vous répandez avec une supernova, ils vont s'expandre dans le milieu interstellaire. Il vous faut un certain temps pour nourrir un certain volume, en fait. Donc si on prend le volume qui a eu le temps de se mixer et que vous comptez le nombre de supernovas qui ont contribué à cet enrichissement, ça vous donne le mu. Et donc on voit qu'au temps 1, il y a un ou deux petits patchs, et puis il y a très très peu de supernovas qui ont réussi. Enfin, l'enrichissement est très très local, et il y a très peu de supernovas qui enrichissent. Puis petit à petit, vous commencez à déjà avoir des formations stellaires induites, comme on avait dit. Donc une supernova va provoquer la formation d'autres étoiles, et donc va permettre d'autres supernovas d'arriver. Et puis, petit à petit, vous couvrez votre cube d'univers, en fait, vous l'enrichissez petit à petit, d'abord de manière vraiment extrêmement inhomogène, et puis vous voyez ici, petit à petit, ça commence à être très homogénéisé à partir du moment où vous avez en moyenne une cinquantaine de supernovae qui ont contribué à l'enrichissement de ce volume. Quand vous voulez modéliser ça autrement, de manière peut-être un peu plus fine, que juste, en gros, les contributions respectives, il vous faut tenir en compte, d'une part, que la formation stellaire, elle est progressive et elle est contagieuse. Progressive, c'est que d'abord, vous avez des zones très diverses de formation stellaire, et petit à petit, vous allez avoir de plus en plus de zones de formation stellaire, et justement, c'est contagieux dans le sens que près d'une zone où vous avez de la formation stellaire, les choses vont se contagier, et la formation d'autres étoiles va dépendre des supernovas qui explosent à proximité. Vous avez à la base un espèce de bassin de gaz à disposition, et il va être petit à petit incorporé dans les étoiles, processé, rendu, avec une petite partie qui va disparaître, qui sera le reste stellaire, en fait, à la fin de l'histoire de l'étoile. Autre chose qui est important, c'est qu'on a vu que les types d'éléments produits est différent selon que vous avez une petite étoile qui va s'arrêter à l'hélium, éventuellement fabriquer du fer si elle est en système binaire avec transfert de masse, ou si vous avez une étoile massive qui va pouvoir faire tout le chemin nucléosynthétique hydrostatique jusqu'au bout. Donc les temps de vie sont différents, et donc quand vous voulez étudier la façon, donc là Z c'est le symbole pour la métallicité, donc comme j'ai dit, tous les éléments qui sont carbone et plus lourds. Et donc, pour regarder comment ce Z évolue, vous devez tenir en compte, justement, quelle étoile contribue à quel moment. Vous avez un système galactique, en fait, avec du gaz, vous avez un réservoir de gaz, vous allez former des étoiles de manière progressive, et surtout, chaque étoile va rendre ce qu'elle a processé à des temps différents qui dépendent de sa masse. Donc quand vous faites un modèle d'évolution chimique de galaxies, vous devez tenir en compte le temps, de nouveau. Je vous avais dit que c'était un acteur intéressant et important. L'enrichissement de la galaxie, ce n'est pas une espèce de moyenne de tout ce que les étoiles peuvent faire, il y a aussi le moment où elles peuvent rendre le résultat de leur fabrication d'éléments chimiques.
Quand vous avez un milieu très primordial, avec seulement de l'hydrogène et de l'hélium à disposition, comme les toutes premières étoiles, il n'y avait pas du tout de carbone, on a vu, pas du tout de carbone, pas du tout d'azote, ni d'oxygène, pas de silicium. Les étoiles que vous pouvez former vont être très massives. Donc vous allez avoir directement des étoiles massives, vous n'aurez pas de petites à ce moment-là. Et puis, en plus, à partir du moment où vous avez des étoiles massives, vous avez un temps de vie relativement court, et vous allez produire énormément d'éléments qui sont des multiples de alpha. En fait. Et puis c'est seulement plus tard, il faut déjà arriver à fabriquer des petites, et en plus attendre le temps qu'elles aient terminé leur vie et qu'elles puissent faire une supernova éventuellement avec un compagnon, pour avoir le fer qui commence à arriver. Alors ici, vous voyez l'ensemble des éléments lourds, donc que ce soit les alphas ou le fer, ce n'est pas différencié. Et vous voyez surtout, ça c'est un modèle pour notre galaxie, un modèle où on regarde l'enrichissement dans ces éléments en fonction de la distance au centre galactique. On part du principe que plus vous êtes proche du centre, plus le potentiel gravitationnel est fort, et plus la formation stellaire va être rapide et efficace. Donc les zones proches vont grandir très vite en métallicité, et puis ensuite ça va être stationnaire parce qu'il n'y a plus beaucoup de possibilités de former encore d'autres étoiles. Le gaz a été consommé rapidement. Au rayon du Soleil, vous voyez que ça s'est passé un peu plus lentement. Et puis si vous êtes vraiment à l'extérieur de la galaxie, la formation stellaire est plus lente à démarrer. Elle démarre avec du retard et elle va plus lentement. Elle est moins active et donc vous avez un enrichissement qui est beaucoup plus progressif. Ça, c'est les ingrédients d'un modèle d'évolution chimique de l'univers. Et forcément, quand on regarde l'évolution chimique de l'univers, en fait, c'est des modèles d'évolution chimique de galaxies, bien sûr. Alors, pour pouvoir aller chercher les étoiles les plus anciennes, on pense spontanément, on se dirait, tiens, il suffit d'aller observer des galaxies très très lointaines. Comme la vitesse de la lumière est rapide mais pas finie, ça fait que quand en astronomie, si vous regardez loin, vous regardez tôt dans la vie de l'univers, d'accord ? Donc on peut se dire, si on va regarder dans les galaxies très très lointaines, il y a des chances pour qu'on trouve des galaxies, qu'on observe des galaxies telles qu'elles étaient très au début de leur évolution. Et donc on s'attendrait à avoir des galaxies où il y a très peu de métaux. Or en fait, on se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas. C'est sûr que ça arrive qu'elle soit moins riche en métaux que la galaxie en général, mais il y a deux phénomènes qui peuvent se passer. D'une part, c'est que ce que vous voyez quand c'est très loin, c'est toujours une moyenne. Là, vous ne voyez pas les étoiles individuelles. Vous ne pouvez pas aller piquer telle étoile qui pourrait être une relique. Vous voyez l'ensemble de la galaxie. Et dans l'ensemble de la galaxie, il y a des chances qu'il y ait des zones où la formation stellaire est déjà avancée beaucoup plus, et donc où la métallicité moyenne que vous allez capter soit déjà élevée, en fait. En plus, plus vous regardez loin, plus vous n'allez voir que les sources très lumineuses. Les toutes petites galaxies qui auraient peut-être eu une histoire de formation stellaire très lente et progressive, vous allez simplement plus les voir à très grande distance. Donc vous n'allez voir que les très grosses galaxies qui, elles, ont un potentiel gravitationnel qui leur aura permis de former beaucoup d'étoiles rapidement. Et donc vous allez de toute façon rencontrer des étoiles très riches en métaux, même en essayant d'aller regarder le plus loin possible. Donc curieusement, plutôt que d'essayer d'aller regarder dans les traces qu'on aurait du début de l'univers, pour rechercher ces étoiles, ces reliques des abondances primordiales, il faut aller dans notre propre galaxie. Mais dans une zone qu'on connaît peu, parce que quand on parle de la Voie lactée, quand on imagine la Voie lactée, on voit toujours le bulbe et le disque. En fait, comme je vous ai parlé, il pourrait y avoir un halo autour. Alors on en parlait pour la matière sombre, mais en fait ce halo existe au niveau des étoiles. Vous avez un ensemble d'étoiles moins denses, beaucoup moins denses que dans le disque et le bulbe, mais néanmoins, vous trouvez des étoiles partout autour de ce disque. Typiquement, c'est là que vous trouvez les amas globulaires qu'on peut observer, même avec un télescope amateur, en fait, qui sont des petites pelotes d'étoiles, des groupes très très denses d'un petit million d'étoiles, et une centaine de milliers d'étoiles ou 1 million d'étoiles. Et donc c'est en fait dans le halo de notre galaxie qu'on va aller chercher ces reliques des temps anciens, en fait. Là, je vous présente les deux championnes du monde du milieu non enrichi, les étoiles les moins riches en métaux qu'on ait pu observer jusqu'à maintenant.
Alors, les astrophysiciens utilisent des unités barbares, et surtout au niveau chimique, ils ont une échelle assez spéciale, qui est cette échelle Fe sur H. Donc ça mesure le rapport entre le nombre d'atomes de fer, c'est en nombre, le nombre d'atomes de fer par rapport au nombre d'atomes d'hydrogène, mais c'est ramené à l'abondance solaire, quand c'est entre crochets comme ça. C'est en log. Donc ça veut dire qu'en fait, si on compare pour cette étoile-là son contenu en fer à son contenu en hydrogène, et qu'on regarde par rapport au Soleil quel est ce rapport, on voit que c'est 100 000 fois moins riche en fer que notre Soleil, puisque c'est du log, donc 10 puissance moins 5. Ça, c'est la première étoile aussi peu métallique qu'on ait pu trouver. C'était un record, c'était vraiment superbe comme résultat, en 2002. Et puis depuis, elle a été surclassée, dépassée par une nouvelle étoile découverte en 2006, mais là, les abondances que je vous donne sont en 2008, qui, elle, est presque 1 million de fois moins riche en fer que le Soleil. Donc là, on parle vraiment d'une étoile extrêmement faible en métaux, puisqu'il y a un rapport de 1 million par rapport aux abondances du Soleil. Donc on les trouve dans le halo de notre galaxie. Et si on regarde justement le halo galactique et qu'on fait une espèce de distribution du contenu en métal dans ce halo, vous avez toujours cette échelle barbare de Fe sur H, et donc en log, ça, ce serait la métallicité solaire, et puis ça c'est 10 fois moins, ça c'est 100 fois moins, 1000 fois moins, etc. On voit qu'on descend. Dans le halo, il y a beaucoup d'étoiles qui sont à peu près entre 10, 100, 1000 fois moins métalliques que le Soleil, mais ensuite ça se casse la figure et il n'y a que quelques rares exemplaires qu'on arrive à détecter à 100 000 fois moins, et là il n'y a même pas la place pour l'étoile de Frebel la moins métallique. Alors maintenant, est-ce qu'on arrive à reproduire l'histoire du halo de notre galaxie grâce au modèle d'évolution chimique de la galaxie? Donc ici, je vous présente un travail qui le montre justement comment on a pu modéliser cette distribution. Donc vous retrouvez certaines étoiles qui appartiennent à ce pâté-là, vous les retrouvez sous forme de petites étoiles de couleur, et puis la courbe bleue vous montre l'évolution chimique telle qu'elle a pu être modélisée dans le halo de la galaxie. Ici, vous avez un zoom sur les petites parties, parce qu'ici, ça devient tellement bas qu'on n'arrive pas, juste comme ça à l'œil, de voir si c'est en adéquation avec ce qu'on trouve. Donc on a mis en log pour pouvoir mieux voir cette zone, mais c'est le même plot en haut et en bas. Et puis ici, vous voyez, l'échelle a changé. Maintenant, on transforme ce Fe sur H en une notion de temps d'évolution de la galaxie. Et on regarde ce qui est observé. Et non, ça, je pense que c'est plutôt deux zones différentes en fait, de la galaxie. Vous devez avoir le disque et le halo. Ce genre d'évolution chimique, de modèle d'évolution chimique, permet de contraindre les modèles stellaires. Parce que ce qu'on comprend de la nucléosynthèse des étoiles, c'est seulement par rapport aux notions qu'on a de la physique et à son intégration dans des modèles d'étoiles, dans des modèles stellaires. On n'a pas encore les moyens, avec l'astérosismologie, on commence à l'avoir, d'aller sonder le cœur des étoiles. Donc tout ce qu'on en comprend, c'est des choses théoriques et qui ont été modélisées. Alors pour arriver à contraindre tout ça, en fait, il y a un aller-retour. Les modèles d'évolution chimique utilisent des modèles stellaires, c'est leur base, mais la confrontation avec les observations permet de voir est-ce que ces modèles sont bons ou pas, est-ce qu'ils reproduisent ce qu'on arrive à observer ou pas. Là, vous avez un exemple flagrant où ça ne marche pas. Vous avez donc l'évolution, alors ça c'est de nouveau une échelle barbare, c'est le rapport en nombre d'atomes d'oxygène sur l'atome d'hydrogène, où l'échelle arbitraire de l'hydrogène serait 12. Et vous avez l'évolution du rapport carbone sur oxygène ou azote sur oxygène en fonction de cet enrichissement en oxygène de la galaxie. Vous voyez les observations, qui sont ces petites étoiles ou ces carrés, et puis vous voyez le modèle d'évolution chimique qui utilise un certain type de modèle stellaire. Et on voit que ici en haut, ça va bien, mais là, ça ne va pas du tout. On a beaucoup plus d'azote dans les étoiles qu'on observe que ce qu'on peut modéliser avec des modèles d'étoiles, soit qui ne tournent pas, soit qui tournent lentement. En revanche,
si vous rajoutez à ces modèles le fait que les premières étoiles tournaient très vite, vous allez obtenir beaucoup d'azote produit par les étoiles très massives en rotation très rapide. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça nous dit, ce genre d'études? C'est que pour expliquer l'azote dans l'univers, et surtout dans l'univers jeune, on a besoin que les étoiles tournent très vite. Et là, on voit que l'adéquation est bien meilleure. Il y a encore un bout qui cloche, c'est un bout qui est un peu une transition entre les grosses étoiles et les petites étoiles, mais on voit que c'est quand même nettement meilleur, et donc on peut contraindre un petit peu. Bon, c'est une contrainte sur un paramètre, qui est la rotation des étoiles. On peut éventuellement voir si ce même genre de contrainte pourrait être fait en changeant un petit peu les taux de réaction nucléaire ou des choses comme ça. En l'occurrence, ça ne change pas grand-chose. Il faut vraiment des mécanismes de mélange différents que ceux dont on connaît et que la rotation apporte. Alors les étoiles, c'est une chose, mais le problème avec les abondances dans les étoiles, c'est que vous n'observez pas les atomes de carbone et d'oxygène directement. Vous observez des raies dans le spectre d'émission de l'étoile, donc vous observez sa luminosité, vous voyez qu'il y a des raies d'émission qui vous signent les différents atomes, mais ensuite, arriver à transformer ces raies d'absorption, arriver à transformer ces raies d'absorption en une abondance d'éléments, il y a tout un pas où vous devez passer par des modèles d'atmosphère stellaire qui sont souvent très compliqués et très difficiles à maîtriser. Donc, c'est bien, ce genre de choses, mais est-ce que c'est vraiment fiable, les abondances qu'on a pu observer sur ces étoiles, sachant que c'est difficile sur des étoiles très peu métalliques de déterminer des quantités et des abondances réellement. Et donc le test a été fait aussi par rapport à des systèmes de gaz qu'on voit dans l'univers lointain, mais qui n'est pas vu, on ne voit pas vraiment les étoiles, on voit le gaz en général, c'est sans doute une très petite galaxie qui est trop petite pour qu'on voit sa lumière, un peu comme le nuage de Magellan vu de loin en fait, mais où on a accès vraiment au gaz lui-même, qui est à la source de la formation stellaire supposée par la suite. Et on voit que, de nouveau, on obtient une bonne adéquation entre les étoiles et le gaz, et donc on suppose que finalement ces abondances stellaires, même si elles sont difficiles à déterminer avec précision, sont quand même relativement fiables et donc permettent des contraintes sur les modèles. Ok, on a vu comment l'univers s'enrichissait. Oui, mais bon, puis alors puis alors, c'est que vraisemblablement, il y a une métallicité minimale pour que des planètes puissent se former autour des étoiles. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous formez une étoile, vous allez automatiquement former des planètes. C'est vrai dans l'univers actuel, qui a en moyenne, en tout cas dans notre galaxie, en moyenne à peu près 2% d'éléments lourds. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez des étoiles beaucoup moins métalliques qui se forment? Est-ce qu'on arrive toujours à former des planètes ou pas? On sait que dans la Terre, il y a un noyau fer-nickel. Il faut quand même du fer et du nickel pour pouvoir faire ça. Est-ce qu'il y a une limite? Et en fait, donc, il y a des études qui ont été regardées, la métallicité des étoiles qui ont des planètes. L'idée, c'est toujours de la comparer à un échantillon où on ne s'est pas préoccupé de savoir s'il y avait des planètes ou pas. Mais toujours est-il qu'on se rend compte que ça chute drastiquement quand la métallicité chute. La métallicité du Soleil, elle est ici. Vous avez de plus en plus de planètes quand vous augmentez la métallicité, puis ça rechute. Vous avez un pic qui est un petit peu plus métallique que le Soleil. Ça, c'est plus favorable pour avoir des planètes autour des étoiles. Mais dans l'autre sens, ça va chuter assez drastiquement aussi. Et donc, on suppose qu'il y a une métallicité minimale, en fait, pour que des planètes puissent se former autour des étoiles. Donc, c'est là que c'est intéressant de savoir ces histoires de nucléosynthèse. Il vous faut quand même un certain nombre de générations d'étoiles pour que le milieu soit suffisamment enrichi pour pouvoir réellement faire des planètes et peut-être se retrouver dans ce monde merveilleux peint par Wenzel Peter fin 18e, début du 19e, et où on voit que tous les éléments chimiques sont nécessaires pour arriver à ce genre de choses. Et c'est là que je vais m'arrêter.